Sandrine, le monde entier t'écoute. Ok. Alors je vais le faire en français, en fin de journée on est tous fatigués. Donc en 1 minute, on a été sur l'atelier énergie et climat. Nous avons tout de suite désamorcé la problématique de consommation énergétique, on l'a déclinée au niveau du coût de la blockchain et du Bitcoin en particulier, en disant qu'effectivement on mettait en perspective le coût, mais en fait c'est insignifiant par rapport à tout ce que la blockchain apporte. En termes d'énergie, on a mis en avant que la blockchain permet bien sûr de désintermédiariser et d'être dans l'autoconsommation sur des consommations d'électricité, mais on oublie que derrière l'énergie, il y a aussi le concept de chaleur qui peut être stocké et suivi et tracé. Et puis surtout, on a beaucoup parlé en termes d'impact climat, que finalement tous les enjeux autour de du changement climatique, qui sont des problématiques de désertification, d'acidification des océans, on avait avec le cryptocoral tout à l'heure, des déplacements de personnes, la consommation de ressources. La blockchain apporte beaucoup de solutions. On avait 2 chercheurs, chacun dans leur domaine, qui ont présenté tout ça. On a parlé des objectifs du développement durable, que la blockchain sert à son niveau. Et pour terminer, on a eu un clin d'œil sur l'énergie et le climat. Finalement, la blockchain est très présente en termes de solutions. Les politiques n'en parlent peut-être pas assez, et les médias encore moins. Merci beaucoup, Sandrine. À toi, c'était quel sujet? Alors, le sujet, je vais vous le dire très rapidement, c'était la question du RGPD, du privacy à l'heure de la blockchain. Du coup, moi j'ai noté beaucoup de hashtags, parce que ça va être difficile de faire des phrases, parce que les débats étaient très nourris. Donc, à vous faire peut-être l'histoire autour de cela. Donc, on a distingué la privacy par rapport à la RGPD, qui ne pas les mêmes notions. On a parlé des autorités de régulation comme celle de la CNIL, mais aussi d'un observatoire européen sur la blockchain qui a une mission importante justement par rapport aux logiques de régulation des blockchains. On a parlé aussi des blockchains publiques qui sont finalement peu nombreuses, mais par contre de l'explosion des blockchains privées, ce qui venait ajouter donc des éléments de complexité par rapport aux questions juridiques. La tension entre les logiques publiques et privées, nos experts parlaient des frictions juridiques. On est dans un contexte de risque face à des logiques de lac de données. On est bien sûr dans des questions de traitement des données. Et quand on parle finalement de ces questions autour de la blockchain et le RGPD et la privacy, on a plusieurs niveaux d'importance qui sont des usages en fait de ces droits. Là, on parle souvent de consentement et d'information, du droit à l'information autour de ces sujets, et de plus en plus d'autres notions couvertes également par le cadre juridique, mais qui n'a pas encore de solution concrète, doivent être envisagées, comme le droit à la rectification des données, le droit à la portabilité des données, le droit à l'opposition des données, et le droit à l'effacement et à l'oubli. Voilà, donc ce sont des enjeux qui couvrent le cadre global de ces notions. Merci. Pour finir, parce que au-delà de tout cela, vous avez vu que c'est a priori un sujet qui peut être un peu abscon et peut-être lourd. On a évoqué 3 notions que je trouve très intéressantes. 3 mots. Justement, considérer le RGPD, c'est toujours le style méditerranéen, je crois qu'ils s'expriment, désolé. On a considéré la logique de RGPD by design, c'est-à-dire concevoir des interfaces qui soient orientées utilisateurs, parce que, comme vous avez vu, c'est très compliqué aujourd'hui d'exercer son droit à la maîtrise des données, c'est très abscon aussi. On a parlé aussi tout simplement de blockchain par design, c'est-à-dire de mettre à disposition des utilisateurs et des bénéficiaires de la blockchain des outils qui leur permettent de les utiliser de manière très simple. Et enfin, pourquoi pas réfléchir à une logique de passeport universel de la RGPD qui puisse servir, en fait, on inverse la proposition à tous les sites et qu'on n'ait plus nous-mêmes, en fait, et qu'on puisse contrôler une fois pour toutes, une bonne fois pour toutes, ces informations et qu'ils soient valables finalement pour l'utilisation de tous les sites. Voilà. Super, merci. Merci beaucoup. David Fayon, nous t'écoutons. Alors, la table ronde portait sur la blockchain et la finance. Donc, était représenté BPI France pour la capacité à investir et à sélectionner des entreprises dans la blockchain, mais également évangéliser les personnes de la BPI France pour les
choix pertinents de sociétés accompagnées. D'autre part, l'Institut Louis Bachelier, avec des usages plus éthiques et responsables de la blockchain. Et enfin, un cas d'usage avec eToro et tout ce qui était, comment dirais-je, investissement participatif avec les conseils qui peuvent être publics et délivrés par les autres membres de la communauté. Donc il y a eu beaucoup de questions à tiroir par rapport à l'évolution de la réglementation, par rapport aux monnaies locales, l'usage et l'intérêt d'avoir d'autres monnaies, la réversibilité et l'intérêt de créer la monnaie à la fois dans le monde virtuel et dans le monde réel, et tout ceci pour aboutir aux réflexions sur le fait qu'on était dans la troisième étape avec la blockchain de la finance. La deuxième étape, c'était le crowdfunding ou le crowdsourcing. La troisième étape, la blockchain. Et puis on a même imaginé avec Stéphane Voisin une quatrième étape, l'étape post-blockchain, qui resterait quand même basée sur la blockchain. Donc des échanges intéressants. Malheureusement, le côté frustrant, c'est qu'il y a plein de questions à prendre et que ça mériterait soit des sous-tables rondes, soit des réflexions approfondies pour des sous-thématiques. David Fayon, nous continuons avec toi. Tu passes le micro s'il te plaît. Je sens que Hicham est prêt avec ses slides. Alors, avec vous, le protocole, j'ai eu l'honneur d'animer une première table ronde sur les business models de la blockchain, qui était très très intéressante. On avait des intervenants formidables et on a pu détailler comme ça un certain nombre d'acteurs qui peuvent être des grands groupes qui ont besoin de la blockchain, soit pour améliorer les coûts opérationnels, réduire les coûts opérationnels, soit en termes d'image, et puis de l'autre côté, des startups, voire même des tokens, on a beaucoup parlé des tokens, qui ont un business model très spécifique, puisque finalement certains d'entre eux sont même émis par des sociétés ou des fondations qui n'ont pas vocation à faire un chiffre d'affaires, donc c'est intéressant comme business model, et dont le business model finalement était de se valoriser. Donc on a beaucoup parlé de ces éléments-là, et on a essayé de faire le tri entre ce qu'on vient d'appeler une sorte de blockchain washing et de ce qui pourrait être les nouveaux business models, les business models de demain. Voilà pour la table ronde sur les business models. Et puis, je finis juste pour dire que j'ai eu l'honneur également d'animer la table ronde réduite sur les politiques publiques, où on a pu évoquer le cas de la loi Pacte, de ce qui était en train d'être mis en place dans l'écosystème français, et qui, finalement, c'est une conclusion. Si toutes les lois passent comme il est prévu de se passer entre la loi de finances 2019 et la loi Pacte, devrait mettre la France quand même avec une petite longueur d'avance par rapport aux grands pays, encore un peu de retard par rapport aux petits pays, mais en une longueur d'avance sur les grands pays, sauf un petit point qui a été évoqué, qui est la fiscalité. Je finirai là-dessus. Hervé Ababou, merci infiniment. On continuera avec toi aussi. Hicham. J'ai un complice avec moi qui est David. Moi je fais le slide et lui il fait les schémas en fait. On avait un premier panel qui était design et blockchain, avec une question centrale qui était est-ce qu'on doit concevoir la blockchain en termes de design pour la tech, donc la tech pour la tech, pour la confiance qu'elle peut éventuellement apporter, en tout cas sur une partie des briques, pour les gens, c'est-à-dire pour les utilisateurs, donc user-centrique et human design centrique. On y a répondu avec le schéma de notre ami David. Alors on y a répondu plus ou moins, mais c'est pas grave. Donc en fait, le sujet est à cheval entre l'expérience utilisateur, la techno et la valeur qui est délivrée. Le sujet central se veut être d'essayer d'optimiser cette expérience client, cette expérience utilisateur, malgré une technologie qui est extrêmement compliquée. Donc comment est-ce qu'on fait pour se retrouver ici dans une espèce de simplicity? Notre concept central, c'était la simplicity. Comment on peut rendre simple quelque chose d'extrêmement complexe à ce jour? Alors on a évoqué le fait en tout cas que la centralisation est une porte d'accès trop facile à franchir, il n'y en a qu'une, alors que si elle est distribuée, dématérialisée, il y en a beaucoup plus à franchir. Et du côté de la valeur délivrée,
si j'arrive à me relire, enfin si j'arrive à lire ta photo qui m'a pris, privacy, j'arrive plus, c'est pas Qu'est-ce que tu as retenu, réassurance. Ce qui m'a marqué en tout cas, c'est le fait que, comme l'a aussi redit Hicham, les technologies au Bitcoin sont totalement pas ce qu'elles veulent, elles pèsent déjà énormément plus que celles de Google, et que déjà les technologies de computing d'aujourd'hui ne sont pas suffisamment, commencent à atteindre leurs limites. Donc il y a des étapes à Il va falloir aller jusqu'au... Il y a un escalier technologique à franchir. Ou neuromorphic computing, avec des puces dédiées ou des choses dédiées. Si tant est qu'on aille vers ça, et qu'on n'implémente pas des choses plus intelligentes et moins énergivores. Voilà. Merci David. Hicham, encore un petit mot? Un autre mot, c'est-à-dire qu'il y avait une autre conférence aussi qui était pardon. Il y en avait deux, il y en avait une sur la blockchain, il y en avait une autre sur la collaborative économie. Sympa. Donc toujours avec le usual suspect, mon acolyte. Moi je suis un amateur. Voilà, donc c'était facilitateur graphique, on va dire. La DAO et la collaborative économie. Donc avec une discussion très riche, vraiment, je vous remercie tous d'y avoir participé, c'était riche d'enseignements avec des perspectives assez intéressantes sur le fait que aujourd'hui la collaborative économie finalement, ça fait à peu près 50 ans en fait, qu'on en parle, avec les différents rapports qu'on a pu avoir par le passé, dont l'un des premiers ça a été les limites de la croissance par rapport à Windows en 72. Et on se pose aujourd'hui à nouveau avec l'avènement des technologies, la crise, etc., cette notion d'être un peu plus proche finalement des citoyens, des utilisateurs. Et un élément central, c'était l'intention sociale qu'on met dans le développement des technologies. Alors en gros, si on prend un peu le développement de l'histoire de l'Antiquité jusqu'au monde d'aujourd'hui, on voit arriver une espèce de forte domination des plateformes maintenant. Et ces plateformes, en fait, elles sont constituées par des firmes dirigées par des CEO qui sont en fait un peu les nouveaux princes, les nouveaux rois, et qui ont imposé en fait un mode de gouvernance et de management qui est celui en fait des entreprises, qui est extrêmement structuré et qui a été en tout cas reporté comme étant le plus efficace, le modèle le plus efficace aujourd'hui. Maintenant, on voit apparaître peut-être une forme de gouvernance sociétale basée sur donc, ces réseaux et cette organisation distribuée. La grande question, c'est de savoir est-ce qu'on abandonne le modèle ancien qui était essentiellement pyramidal, voilà, mais aussi avec des lois et des règles venant des religions ou de personnes qui avaient une espèce de toute-puissance, en tout cas émergée ou auto-dictée, et pour aller vers quelque chose qu'on a revu plus tard, qui est un modèle d'organisation peut-être biomimétique, en tout cas basé sur des formes différentes, dans lesquelles en fait les règles, les rois, les modèles, les algorithmes sont elles-mêmes créés par en fait, le groupe, et pas édictés. Dernière phrase. Un dernier point, s'il te plaît, c'est que l'élément essentiel en fait en synthèse, c'est que la blockchain apporte un élément de décentralisation. Donc le centre de gravité va changer en fait du point central vers les externalités, mais malheureusement, il faut s'interroger d'où les schémas très récurrents sur le modèle pyramidal. Est-ce qu'on décentralise le pouvoir également? On voit qu'aujourd'hui, l'Internet, qui par essence est l'analogie même de la blockchain, donc un modèle décentralisé aux externalités, sauf qu'aujourd'hui, la puissance est concentrée entre les mains de quelques grandes firmes, donc les GAFA. Donc il faut aussi réfléchir en parallèle d'une décentralisation technologique et de réseau, à réfléchir sur le modèle de décentralisation et d'éclatement du pouvoir également, et ça c'est une problématique très grande que les technologies seules ne peuvent pas régler. Madame, messieurs et tous ceux qui ont contribué à vos workshops, merci infiniment pour la qualité du travail que vous avez effectué. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner. Alors, c'est surtout pour Patrick Labrock, parce que on a commencé la journée avec Gérard Mémy, donc de Télécom Paris Tech, et puis il me semblait naturel de donner la parole également à quelqu'un de Télécom Paris Tech également, donc Patrick Labrock en l'occurrence, qui dirige, si j'ai bien compris, le département économie et sciences sociales. Voilà. Oui,
Enfin bon, je rectifie là. Voilà, et en tout cas, ça me semblait intéressant qu'on puisse avoir le point de vue de quelqu'un qui est plus dans les sciences humaines, dans le design, voilà. Eric, on laisse combien de minutes à notre ami Patrick? 10 minutes de bonheur avec Patrick. Je peux faire 10-15 minutes, voilà. Si je peux faire 1 minute aussi, j'irai pour 3 heures sur la blockchain. Je peux aussi faire 3 heures si vous voulez. Je suis professeur d'économie à Télécom Paris Tech. Donc j'espère que mon point de vue peut-être va être un peu vous rafraîchir, parce que c'est vrai que c'est un peu différent à la manière dont j'attaque. En tout cas, j'ai abordé la blockchain est assez différente des gens qui font de la techno. Je suis cofondateur d'une chaire sur les données personnelles de l'IMT, donc de l'Institut Télécom, et je suis également membre d'une nouvelle chaire qui vient s'ouvrir sur la finance digitale. Et je suis responsable de l'axe blockchain et en particulier de la partie propriété intellectuelle. Donc, parce qu'on voit bien que on a des problèmes de profitabilité aujourd'hui. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui doit profiter, qu'est-ce qui ne doit pas profiter. Une fois que c'est profité, s'il ne fallait pas le profiter, il y a plein de problèmes, il y a des litiges. Il y a un problème aussi de redistribution des droits, les royalties, les auteurs. Donc tout ça, on voit bien que ça s'inscrit bien dans une logique blockchain pour la redistribution sur les smart contracts. Pour les votes, pour savoir qu'est-ce qui doit être profité ou pas, on a d'énormes problèmes d'éthique aujourd'hui sur les algorithmes. Il y a des algorithmes qui font des choses qu'on ne voudrait pas qu'ils fassent. Il y a des machines qui peuvent servir à tuer. Il y a un programme dont Google s'est retiré que Amazon soutient. Donc c'était des drones qui pouvaient tuer. Donc les ingénieurs de Google sont pratiques. Est-ce qu'on doit profiter de ce genre de technologie-là? Et on voit que la blockchain permet, à travers un système de vote décentralisé, d'avoir plus d'opinions que juste experts de la entreprise. Donc on voit qu'il y a un lien intéressant à creuser en tout cas. Et donc c'est ce que je vais faire dans les 5 ou 6 prochaines années dans ces chaires. Alors je vais vous dire moi par où j'ai commencé avec la blockchain. J'ai commencé avec la confiance. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors c'est vrai que mon point de départ, c'est vrai que le titre de The Economist de 2014, je crois 2015, c'était The Trust Machine. Moi ça m'avait beaucoup interpellé. Est-ce qu'on peut faire confiance en utilisant des machines? C'est vrai que la confiance, c'est plutôt des termes qu'on réserve aux relations humaines. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Alors, la deuxième chose qui m'intéresse, c'est évident, c'est est-ce qu'on peut utiliser la blockchain justement pour résoudre les problèmes de confiance qu'on a aujourd'hui dans les données personnelles. Et donc là, c'est vrai que ça aussi, il y a une grande promesse. Alors, je ne sais pas s'il y a des projets startups qui ont été présentés aujourd'hui, mais je sais qu'il y en a sur la gestion d'identité, qui a droit à accéder à mes données, donc on peut faire des smart contracts également là-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a une promesse intéressante aussi. Donc ces deux choses, évidemment, ça m'a beaucoup interpellé, donc on a lancé un programme de recherche là-dessus. Donc la confiance, pour moi, c'est vrai qu'il y a trois niveaux. Une confiance centralisée, c'est un expert, on va dire ça s'est passé ou ça s'est pas passé. Okay. Et puis après, les experts peuvent se tromper ou peuvent mentir. Donc, avec un expert qui s'est trompé, je viens de vous donner un exemple assez récemment, c'était il y a 6 mois, je crois, il y a quelqu'un qui avait vendu une copie d'une œuvre d'art, peu importe le nom, et en fait, l'expert s'était trompé. Donc il s'est fait attaquer en justice parce que ça a été vendu quelques dizaines de milliers d'euros, en fait, ça valait des centaines de milliers d'euros, donc l'expert s'est trompé. L'expert peut mentir, c'était une requête Tiananmen Square sur un moteur de recherche chinois, il n'y a rien qui ressort. Alors, il s'est passé, tout le monde sait qu'il s'est passé quelque chose en 1989, il y a même des dizaines de milliers de personnes qui sont morts. Donc voilà, maintenant la confiance, est-ce qu'on a confiance dans l'expert? On peut faire plus ou moins confiance. Le deuxième niveau, c'est le niveau décentralisé. C'est la foule, la confiance à la foule, donc on va créer des systèmes de valorisation. Et on va dire, tout le monde va noter les gens. Voilà, on va noter les gens, on va leur dire, lui, c'est plutôt quelqu'un de confiance. Lui, on va lui mettre confiance, on va lui mettre une bonne note, on va lui mettre une mauvaise note. Et puis ça marche très bien, sur eBay, sur les marketplaces, c'est des systèmes qui fonctionnent très bien. Toutes les études économiques montrent que les gens qui ont des mauvaises notes, ils sortent de la plateforme. Et ceux qui ont des bonnes notes, ils peuvent mettre un prix plus élevé. Donc ça marche très bien. Si on regarde le contenu scientifique de Wikipédia, qui est quelque chose de décentralisé également, c'est pas un expert qui fait un article, l'encyclopédie plus c'est un expert qui fait un article. Dans Wikipédia, c'est la femme qui écrit l'article. Et le niveau scientifique est équivalent. Toutes les études le montrent, au niveau de qualité, c'est équivalent. Donc ça marche aussi. Et donc la troisième question qui se pose, est-ce que. Mais bon, il y a aussi des problèmes, on sait très bien qu'il y a des problèmes de manipulation, on peut acheter des fake reviews et tout ça, donc ça, il y a ce genre de problèmes aussi, ça ne résout pas tous les problèmes. Et donc le dernier niveau, c'était la confiance, donc centralisée, décentralisée, puis la confiance distribuée par la technologie.
Donc on va recopier la blockchain sur tous les nœuds du réseau. Donc déjà, casser une blockchain, c'est dur, mais quand vous en cassez, je ne sais pas combien de nœuds maintenant aujourd'hui. Quand je rédigeais mes articles, il y avait 7000 nœuds sur le réseau Bitcoin, je crois qu'il y en a beaucoup plus maintenant. Et donc il faut casser 7000 nœuds, 7000 blockchains, c'est très compliqué. C'est extrêmement coûteux, et l'intérêt économique de la chose, c'est que c'est plus coûteux d'essayer de s'attaquer à la blockchain que de miner pour la blockchain. Donc les gens minent pour la blockchain plutôt que d'essayer de s'attaquer à la blockchain, parce que c'est très intelligent d'un point de vue économique. Donc moi, c'est comme ça que je suis arrivé à la blockchain, et puis je me suis posé la question, est-ce que ça, c'est la solution miracle, est-ce que ça résout tous les problèmes de confiance? Alors qu'est-ce que c'est la confiance? Pour moi, un économiste, on a rédigé un livre entier sur la notion de confiance. C'est un livre pluridisciplinaire où il y a des juristes, des philosophes et des informaticiens, en plus de moi, économistes, qui ont rédigé. Donc pour moi, la confiance, c'est l'inverse du risque dans la transaction. Donc on fait une transaction en ligne, peu importe la transaction, et on a un risque que les choses se passent pas bien. Okay. Ce risque il peut être idiosyncratique, c'est parce que la personne a une truc bizarre ou il n'est pas fiable, ou ça peut être un risque systémique, ça peut être la crise financière de 2008. Alors, les gens avec qui on faisait des transactions, ils étaient fiables, sauf que tout le système s'est effondré, et voilà, les gens ont perdu confiance complètement dans le système monétaire de l'époque, c'est de là que vient le Bitcoin, c'est pour pallier cette crise de confiance. Alors les économistes, malheureusement, ils ne se sont pas intéressés à la confiance. Je pense que c'est une grossière erreur. C'est quoi les problèmes? C'est quoi les risques dans une transaction sur Internet? Les principaux risques sont des risques d'asymétrie d'information. Alors, je ne vais pas faire un peu d'économie, mais l'asymétrie d'information, ça veut dire qu'il y a des gens qui font des trucs avec des données que moi je ne sais pas ce qu'ils font et que ça peut être négatif. Typiquement, un troll, vous étiez sous, vous avez eu une petite accident de voiture il y a 40 ans, et puis il y a un troll qui pensait, et puis en fait, ça arrivait là, c'est dans le cas de la journaliste hollandaise qui enquêtait sur les usines de trolls russes. Et ben, les trolls russes, ils ont vu ça, et puis ils ont commencé à poster ça sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux et pour essayer de la déstabiliser, pour essayer de nuire à sa réputation. Donc ça c'est un cas, le problème de hack de données, je peux vous répéter qu'on compte par centaines de millions aujourd'hui, c'est pas rien. On a des vols d'identité, enfin, problème de spam, moi je passe 15 minutes, 20 minutes tous les jours à effacer des spams, c'est très coûteux, on chiffre ça en centaines de millions d'euros chaque année, le problème du spam. Et tout ça, ça vient du problème de vol de données, des gens, notre identité qui est partie sur le dark web et qui a été revendue. Ça, c'est des risques importants. Et ça, le problème, c'est que nous, quand on va sur Internet, on ne sait pas ce qui se passe. Personne ne sait. Ça, c'est un vrai problème de confiance. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est une grosse erreur que les économistes ne se soient pas intéressés à cette question? C'est que Jean-Jacques Roelof, vous le connaissez pas, mais il a reçu son prix Nobel d'économie parce qu'il a montré que dans des cas d'asymétrie d'information, les gens ils perdaient confiance dans le marché et ne participaient plus au marché. Et donc aujourd'hui, quel est le risque? Si on continue sur le régime qu'on connaît aujourd'hui, les vols de données, les hacks, les fake news, les trolls, etc., bah, simplement, vous allez dire comme moi. Moi, je suis très proche de débrancher mon câble Internet. Et donc là, il n'y a plus d'e-commerce, il n'y a plus d'économie numérique, il n'y a plus rien du tout. Donc ça, c'est extrêmement coûteux pour la société. On ne peut pas arriver à cette situation-là. Et donc, en effet, si on arrive à résoudre ce problème de confiance et d'asymétrie d'information, qui est vraiment le cœur du problème, eh bon, on résout pas mal de problèmes. C'est ce que fait la blockchain. La blockchain, elle va donner une forme de transparence sur l'ensemble des transactions. Alors, elle ne fait pas que ça, la blockchain. Voilà, d'accord. Elle ne fait pas que ça, elle fait aussi, elle met l'un à côté de l'autre deux mots qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Les deux mots, c'est décentralisé et sécurisé. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'habitude de voir ces deux mots ensemble en économie? Parce que si vous posez la question à l'économiste, qu'est-ce que c'est la sécurité? Il va vous dire, c'est un bien public. C'est non discutable, non rival. Ça fait partie des catégories du bien public, donc c'est l'État qui s'en occupe. Donc il y a de fait, dans la vie physique, dans le monde physique, la sécurité, c'est l'histoire de nationale, c'est la police nationale, la gendarmerie nationale. Pourquoi? Parce que si c'était chaque village, chaque ville ou chaque quartier qui devait se sécuriser, bah, ils sécurisaient leur petit bloc de maison où ils habitent, leur petit village, et puis les routes, il y a rien qui serait sécurisé entre les deux. Ce serait comme au Moyen-Âge. Il y aurait des gens dans les forêts qui attendraient que les gens passent et puis les dévalideraient. C'est pas comme ça, on ne peut pas sécuriser un territoire comme ça. Pour sécuriser, on doit bien sécuriser partout, et donc le secteur privé va sous-investir en sécurité, parce que c'est un bien public. Et donc il y a des problèmes de santé, des problèmes de passeport clandestin, et donc on sait très bien que dans ce cas, en économie, on préfère que ce soit l'État qui se substitue au secteur privé pour garantir la sécurité nationale.
Alors pourquoi est-ce que la sécurité informatique c'est différent? A priori, non, ça ne va pas être différent, ça devrait être la même chose, puisque c'est le même problème du bien public, le même problème de passagers clandestins, etc. Et on voit bien d'ailleurs, tous les chiffres montrent qu'on a un problème de sécurité. Il y a des centaines de millions de données qui partent chaque année, donc on voit bien que le secteur privé n'investit pas au niveau optimal pour la société en termes de sécurité informatique. Et donc ce qui est tout à fait remarquable dans le blockchain, c'est qu'on a un système décentralisé avec des incitations privées, monétaires, c'est très important, des incitations monétaires à sécuriser une base de données. Ça c'est nouveau. On n'avait pas ça n'existait pas. On ne donnait pas d'argent pour qu'ils sécurisent une base de données. Donc ça c'est nouveau et c'est vraiment extrêmement important. Je termine. Donc ça c'est, voilà, je pense que je vais assez, tout ça, mais je vous présente peut-être d'une autre manière. Et les trois derniers points sur lesquels je ne vais peut-être pas répondre, c'est qu'est-ce que je pense être aujourd'hui les trois freins pour le développement de la blockchain. Alors, il y en a un, c'est lié à ces incitations. Donc, un, c'est le problème d'incitation économique. Deux, c'est le problème des oracles. Et trois, c'est le problème des forces. Donc, le premier problème, c'est le problème d'incitation. Incitation, même monétaire, ça veut dire que il faut que les gens gagnent de l'argent pour sécuriser. Mais ça veut dire que au fur et à mesure que les gens investissent dans le matériel, il faut augmenter le niveau de difficulté. Le problème, c'est que quand tout le monde fait ça, le niveau de difficulté il augmente tout le temps. On appelle une externalité négative. C'est-à-dire, moi j'investis, ça fait un effet négatif sur les autres qui essaient de miner à côté de moi, qui essaient de gagner la validation du bloc. Donc ça, c'est un effet économique assez fort malheureusement. Et du fait, qu'est-ce qu'on voit, c'est que, en effet, l'incitation monétaire, elle augmente tout le temps. Regardez la courbe de l'Ether, le prix de l'Ether, la courbe du prix du Bitcoin, ça monte tout le temps. Mais si vous regardez le graphique avec la même courbe, avec le niveau de difficulté, comme c'est proportionnel à l'investissement matériel des gens en minage, en fait, la courbe de difficulté augmente également. Et donc c'est sans fin. Donc c'est de plus en plus difficile de miner. Le prix augmente, donc chacun investit plus, et puis c'est sans fin. La difficulté augmente tout le temps, donc il faut acheter de plus en plus, donc ça consomme de plus en plus. Et donc là, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir continuer tout le temps comme ça. Donc il va falloir trouver une solution. Je n'ai pas la réponse, je ne présente pas la réponse, je dis simplement voilà ce que je pense être des problèmes. Deuxième problème, c'est le problème des oracles, des smart contracts. Donc à partir du moment où tout reste dans la blockchain, ça marche, c'est ce que je viens de vous dire, c'est sécurisé et décentralisé. À partir du moment où on fait des smart contracts, ça veut dire qu'on exécute des programmes qui ont besoin de données extérieures à la blockchain pour tourner. Là, qui garantit que les données extérieures qu'on va mettre dans la blockchain sont bonnes? Ça, on n'en sait rien. Donc c'est bien de là que vient le problème et qu'on a besoin d'oracles. Et quand on dit qu'on a besoin d'oracles, ça veut dire qu'on a besoin d'un tiers de confiance. Et donc en fait, on a un peu revenu le point de débat. On a besoin d'un expert qui va vous dire c'est ce que c'est des bonnes données. En effet, il n'a pas pu pendant 30 jours sur votre terrain, donc vous avez le droit à être remboursé de votre assurance sécheresse, etc. Il faut bien que quelqu'un vous dise qu'il n'a pas plu pendant 30 jours. Ça, c'est un expert, c'est un système extérieur à la blockchain, donc ça peut être falsifié. Ça peut poser des problèmes. Ça c'est vrai que c'est le deuxième problème qui faut résoudre. Le troisième problème, c'est le problème de gouvernance, un problème des forces. Qu'est-ce que c'est? C'est que si un jour la fondation qui dirige n'importe quel blockchain public décide de changer les règles du protocole, par exemple, on parlait des ordinateurs quantiques avec Patrick, on sait que les ordinateurs quantiques, ils vont pouvoir casser le niveau de sécurité aujourd'hui de 256 bits dans quelques années. Peut-être pas tout de suite, mais dans 10 ans, on va dire que c'est possible, n'est-ce pas Patrick? Donc ce qui veut dire qu'il faudra faire un effort pour augmenter le niveau de sécurisation des blockchains, passer de 256 bits à quelque chose de plus sophistiqué, mais ça veut dire qu'on doit faire un effort, c'est-à-dire qu'on va devoir modifier les règles du protocole et donc diviser si les gens ne sont pas d'accord. C'est ça le risque, une force, c'est pour ça que ça s'appelle une force, c'est que si les gens ne sont pas d'accord pour appliquer ce genre de règles, ça veut dire que le réseau va être divisé en deux. Et puis on peut s'adapter, on peut diviser en 3, en 4. Alors moi j'ai investi moi tout mon argent en Bitcoin et puis je vois que dans 3 ans il est divisé en 3. Bon voilà, c'est-à-dire que tout ce que j'avais comme confiance dans la blockchain, en fait, est en train de partir un peu. Parce que j'avais mis 100 000 euros et puis ça n'est plus que 30 000 parce que le réseau il s'est divisé en 3. Donc voilà, je n'ai pas de réponse à ces questions, je voulais juste les évoquer avec vous. Donc je pense qu'en effet, il y a quelque chose de vraiment fondamental qui est arrivé et je pense qu'il y a beaucoup de perspectives à voir. Et je pense que ces 3 freins dont j'ai parlé ne sont pas du tout insurmontables. Au contraire, je pense que ça va stimuler les gens pour essayer de trouver des solutions. Merci. Merci Patrick. Merci pour ton super éclairage. Je voudrais en closing remercier 3 personnes
Patrick Duvaux, peux-tu, s'il te plaît, me rejoindre? Et Éric Seuillet, peux-tu, s'il te plaît, me rejoindre? Ce sont des hommes que je trouve remarquables. Patrick, je tiens à te remercier pour notre nom à tous de nous avoir accueillis dans ton royaume. Tous tes engagements et ta fidélité à être avec nous d'année en année, et on veut continuer au moins pour 10 ans avec toi. Merci Patrick. Merci, maintenant c'est une fidélité qui sera peut-être plus longue que celle de la blockchain. En tout cas, l'année prochaine, si effectivement on vous accueille, ce sera sur le plateau d'Atil, Sibérie et Saclay. C'est sympa. Oui, c'est sympa. L'été, c'est pas sympa. Voilà, parce qu'on va nous livrer notre bâtiment, qui est un bâtiment qui est assez impressionnant par ses mensurations. 200 mètres sur 100 mètres, 5 étages, 45 000 mètres carrés. Vous allez avoir donc l'Institut Télécom qui s'installe, Télécom Paris Tech, Télécom Sud Paris, et la holding, la direction générale, voilà, sur le plateau, dans le quartier de l'école polytechnique. D'un certain côté de la Nationale 118, de l'autre côté, ou de l'autre partie de Saclay. Donc, grand plaisir. Vraiment ravi de vous avoir accueilli. Un magnifique événement. Bravo pour les organisateurs. On les applaudit encore. Qui pense, qui organise, qui convie, qui réunit des personnes formidables. Merci Éric pour tout le travail que tu fais pour nous aider à avancer. Moi, je voulais remercier les participants d'être venus. Malgré tous les événements qu'on peut voir sur la blockchain partout en France et ailleurs. C'est le meilleur ici. Je vous signale un événement auquel Patrick d'ailleurs sera Blockchain Paris, c'est quand c'est en juillet 27. Le 29 et le 30, il y a Blockchain International à Monaco. Voilà, où Éric fait une conférence. Sarah Diagne sera ça, c'est pour les médicaments. Voilà, merci aux facilitateurs de table ronde. Donc merci à Télécom Paris Tech et à l'IALT, à Bellevue Trust. Voilà, merci à Hicham qui nous a beaucoup aidé. Voilà. Et puis Positive Blockchain qui a pris en charge tout le track Positive Blockchain. Voilà. Et puis merci André, Dan. Voilà notre. Prochain événement de la Fabrique du Futur devrait être autour, je l'ai dit ce matin mais je le redis, autour de l'intelligence artificielle, blockchain, intelligence artificielle, peut-être ordinateur avec Hamza qui travaille. Il faudra, on prévoira 2 jours. Voilà. Hamza qui travaille sur intelligence artificielle pour tous, hein, c'est son site, hein, c'est ça. Bien. Pour, c'est facile, c'est iapourtous.com. Je n'ai pas fait mieux. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ah oui, il y a des bulletins d'adhésion à la Fabrique du Futur. Ah, ça, c'est une bonne idée. Voilà, donc je vous invite, si vous voulez suivre ce qu'on fait, voilà, soutenir nos travaux, à prendre une adhésion. Voilà. Et puis, je crois que le cocktail a bien réglé. 6h25. Mesdames et messieurs, merci.